Ce matin-là, les rayons du soleil qui filtraient à travers les persiennes de la cuisine ne parvenaient pas à réchauffer le cœur d'Élodie. Son regard était vide, fixé sur une enveloppe marron posée en silence sur la table de la salle à manger. L'enveloppe portait le sceau officiel du tribunal judiciaire, Pôle Famille. Les mains d'Élodie tremblaient violemment lorsqu'elle s'en saisit lentement. Son cœur battait la chamade, comme s'il pressentait la mauvaise nouvelle qui s'y cachait. Cela faisait déjà 3 semaines que Gabriel n'était pas rentré à la maison. Son mari, cet homme qui avait promis de lui être fidèle pour le meilleur et pour le pire alors qu'ils commençaient tous deux avec rien, avait totalement changé. Depuis que sa carrière de jeune avocat avait décollé et que son nom commençait à être connu au barreau de la ville, l'attitude de Gabriel était devenue glaciale. Il répondait rarement au téléphone, prétextait sans cesse des dossiers tardifs au cabinet, et le point culminant avait été son départ du domicile conjugal sans un mot d'adieu. Le souffle court, Élodie déchira le sceau. Ses yeux parcoururent ligne après ligne et l'écriture sur le papier blanc. Une assignation pour l'audience de divorce. La date était fixée à demain matin. La poitrine d'Élodie se serra, comme si l'air de la pièce s'était soudainement raréfié. Ses larmes coulèrent, tachant le papier qui scellait l'échec de son mariage. Ses joues n'étaient pas encore sèches que son téléphone sonna. Un message. Le nom de Gabriel s'afficha sur l'écran. Autrefois, ce nom la faisait sourire, mais aujourd'hui, il ne provoquait qu'une douleur aiguë à l'estomac. Élodie ouvrit le message d'un doigt tremblant. « Tu as reçu la lettre, n'est-ce pas? N'oublie pas de venir demain. J'espère que tu coopéreras, Élodie. Ne fais pas de mélodrame et ne complique pas les choses. » Le message était froid, sans salut, sans aucune courtoisie, comme si Élodie était une parfaite inconnue. Elle prit une profonde inspiration pour puiser dans ce qui lui restait de courage et répondit. « Gabriel, pourquoi faut-il en arriver là? Ne pouvons-nous pas discuter calmement? J'ai le droit de savoir ce que j'ai fait de mal pour que tu demandes le divorce si soudainement. » La réponse de Gabriel ne se fit pas attendre. Cette fois, le message était plus long, mais chaque mot était comme une lame tranchante. « Discuter? Nous n'avons plus aucun sujet de conversation commun. Élodie, ouvre les yeux. Regarde-moi et regarde-toi. Je suis avocat dans un cabinet de renom. Je côtoie des clients de haut vol, des élus, des chefs d'entreprise tous les jours. Et toi? Tu n'es qu'une femme au foyer ordinaire qui ne connaît rien d'autre que la cuisine et le lit. Tu n'es plus à mon niveau. T'emmener à des événements mondains ne ferait que m'embarrasser. Tu ne peux pas t'adapter à mon monde actuel. » Élodie s'effondra sur sa chaise de cuisine. Son cœur vola en éclats à la lecture de cet aveu aussi honnête que cruel. Elle se souvint des temps difficiles, quand Gabriel étudiait encore le droit et qu'il devait partager un simple plat de pâtes parce que tout son argent passait dans l'achat de codes juridiques et d'ouvrages de référence. C'était Élodie qui accumulait les heures supplémentaires en faisant des retouches de couture pour les voisins jusque tard dans la nuit pour payer ses frais de scolarité. C'était elle qui l'encourageait quand il échouait à ses examens et qu'il était sur le point d'abandonner. « Tu as oublié qui t'a soutenu quand nous n'avions rien », écrivit-elle entre deux sanglots. « Qui a cousu ton premier costume pour tes entretiens d'embauche? C'est moi, ta femme. » « Ne parle pas du passé, » répliqua Gabriel instantanément. « C'était ton devoir d'épouse de soutenir ton mari, et je te l'ai rendu en t'offrant le gîte et le couvert tout ce temps. Nous sommes quittes. Écoute-moi bien, Élodie. Demain, à l'audience, je veux que tu acceptes toutes les demandes sans broncher. Quant à la prestation compensatoire ou au partage des biens, oublie. La maison, la voiture, les comptes, tout est à mon nom. Tu n'as eu aucune contribution financière réelle. Ne tente même pas de réclamer quoi que ce soit. » Élodie resta bouche bée. Quelle audace! Cette petite maison de banlieue dont elle avait payé l'apport grâce à ses économies de couturière, avant même que Gabriel ne connaisse le succès. Elle s'apprêtait à répondre quand son téléphone vibra. Gabriel l'appelait. « Allô ?» murmura-t-elle d'une voix rauque. « Écoute, Élodie, » commença Gabriel d'un ton ferme et intimidant. « Ne joue pas au plus fin. Je suis avocat, je connais toutes les failles juridiques. Si tu oses réclamer la liquidation de la communauté ou compliquer ce divorce, je t'assure que tu n'auras pas un centime. J'exposerai toutes tes fautes devant le juge. Je t'humilierai publiquement jusqu'à ce que personne ne veuille plus t'approcher.
Quelle faute, Gabriel? Je t'ai servi de tout mon cœur. Je n'ai rien fait de mal. Pleura Élodie. Je trouverai tes erreurs. C'est ma spécialité, cria-t-il avec arrogance. Je peux tordre les faits jusqu'à ce que tu paraisses coupable. Alors, si tu veux une vie tranquille après ça, fais ce que je dis. Viens demain, acquiesce devant le juge, signe et sors de ma vie. Prends juste tes vêtements. Le reste m'appartient. Il raccrocha brutalement. Élodie posa le téléphone sur la table, anéantie. La maison qu'elle avait entretenue avec amour pendant 5 ans semblait soudainement oppressante. Elle regarda les murs qu'elle avait elle-même peints, les rideaux qu'elle avait cousus. Gabriel voulait tout lui arracher sous prétexte qu'elle n'était plus digne de l'accompagner au sommet. Un succès pourtant bâti sur sa sueur à elle. Elle se sentait minuscule face à lui. Son adversaire était un avocat aguerri, maître des lois et des mots. Que pouvait faire une femme simple contre lui? Elle n'avait pas les moyens de se payer un ténor du barreau. Pourtant, dans son désespoir, elle croisa son reflet dans le miroir du buffet. Son visage était bouffi, ses yeux rouges. Dois-je abandonner ainsi? Se demanda-t-elle. Elle se souvint alors des paroles de sa défunte mère. Sois une femme forte et garde ta dignité. Non, murmura-t-elle en essuyant ses larmes d'un geste brusque. Je suis peut-être pauvre aujourd'hui, je n'ai peut-être pas de grands diplômes, mais j'ai ma dignité. Il peut garder les meubles, mais je ne le laisserai pas piétiner mon honneur. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle prépara un vieux sac de voyage avec quelques vêtements. Le lendemain, elle irait au tribunal la tête haute. Elle n'avait pas d'argent pour un taxi car Gabriel avait bloqué l'accès au compte joint. Je prendrai le bus, dit-elle simplement. Ça ne fait rien. Le lendemain matin, le soleil était déjà lourd. Élodie ajusta son foulard crème, un peu délavé par les lavages. C'était un cadeau que Gabriel lui avait fait 5 ans plus tôt avec son premier salaire d'élève avocat. Elle portait une robe longue à fleurs, sobre. Elle avait déjà retiré son alliance. En sortant de son pavillon, elle aperçut des voisines près du camion du primeur. Elle baissa la tête, mais en vain. « Tiens, voilà Madame Élodie », chuchota l'une d'elles assez fort pour être entendue. Bien apprêtée sitôt. Où peut-elle bien aller? Il paraît qu'elle va à son audience de divorce, répondit une autre sur un ton de commérage. La pauvre. Son mari est un grand avocat maintenant, il change de voiture tout le temps, et elle finit à pied. Elle a dû faire une bêtise pour qu'il la quitte comme ça. Ces mots l'auraient autrefois terrassée, mais elle accéléra le pas vers l'arrêt de bus, situé à un bon kilomètre. La chaleur et la poussière faisaient perler la sueur sur ses tempes, mais la peur dans sa poitrine était bien plus étouffante. Elle imaginait la salle d'audience froide, Gabriel dans son costume sur mesure, entouré de confrères prêts à la dépser juridiquement. Elle se sentait comme une fourmi face à un éléphant. À l'arrêt, elle s'assit sur le banc métallique. Une berline noire aux vitres teintées tassa lentement. Élodie reconnut la plaque. C'était la voiture de Gabriel. Il avançait dans le confort et l'arrogance, tandis qu'elle attendait un bus qui tardait à venir. « Mon Dieu, pria-t-elle, s'il faut en passer par là, donne-moi la force. Ne me laisse pas seule face à son orgueil. » Le bus finit par arriver dans un nuage de fumée noire. Il était bondé. Élodie monta, comprimée entre un homme chargé d'un grand sac et des étudiants bruyants. Le chauffeur conduisait brusquement. Les sièges prioritaires étaient occupés par des jeunes les yeux rivés sur leur smartphone, feignant de ne pas voir les personnes en difficulté. À l'arrêt suivant, un vieil homme tenta de monter. Ses cheveux étaient blancs comme neige, son corps frêle flottait dans une chemise à carreaux usés. Ses mains ridées tremblaient en agrippant la rampe. « Allez, grand-père, dépêchez-vous. » s'impatienta le chauffeur sans bouger de son siège. « On est en retard. » Les passagers soupiraient de voir ce vieillard ralentir leur trajet. L'homme réussit enfin à monter, mais le conducteur redémarra en trombe. Le vieil homme perdit l'équilibre et bascula en arrière. « Attention !» cria une âme, sans pour autant bouger. Élodie, oubliant sa propre tristesse, réagit à l'instinct. Elle fendit la foule et rattrapa le vieil homme par le bras juste avant qu'il ne tombe par la porte encore ouverte. « Doucement, monsieur !» s'exclama-t-elle en soutenant tout son poids. Ses mains,
douces mais fermes, sauvèrent l'homme d'une chute fatale. Le vieillard, blême, la regarda avec gratitude. « Merci. Merci, ma fille, dit-il d'une voix tremblante. Élodie sourit sincèrement. Ce n'est rien. Accrochez-vous à moi. Elle se tourna vers un jeune assis sur un siège prioritaire. S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous céder votre place à ce monsieur? Il ne peut pas rester debout. Le jeune leva les yeux avec agacement, souffla bruyamment, mais finit par se lever en bougonnant. Asseyez-vous ici, monsieur, dit Élodie en le guidant. Une fois installé, l'homme soupira d'aise. Il l'observa attentivement. Derrière ses rides, ses yeux étaient vifs et sereins. Une dignité étrange émanait de lui, contrastant avec ses vêtements modestes. Merci encore. Sans vous, je serais déjà sur le bitume, reprit-il. C'est normal, monsieur. Nous devons nous entraider, répondit-elle poliment en ajustant son sac pour cacher sa main sans bague. Il est rare de trouver des jeunes gens aussi attentionnés de nos jours, murmura l'homme, qui s'appelait monsieur Silverio. Silverio n'était pas n'importe qui. Ce matin-là, il avait délibérément laissé sa limousine et son chauffeur pour reprendre le bus, afin de ressentir à nouveau le pouls de la vie des gens simples qu'il avait défendu toute sa carrière. Il ne s'attendait pas à être sauvé par une jeune femme qui semblait porter toute la misère du monde sur ses épaules. « Où allez-vous ainsi apprêter, ma fille » demanda-t-il pour engager la conversation. Élodie hésita. Elle avait honte. Mais le regard de ce vieil homme lui rappelait son propre père. « Je vais au tribunal judiciaire, monsieur, murmura-t-elle finalement. « Pas pour un mariage, j'imagine » demanda M. Silverio avec tact. Élodie secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Non. Pour mon propre divorce. C'est la première audience aujourd'hui. Mon mari ne veut plus de moi. Il a réussi, il est devenu quelqu'un d'important, et il dit que je lui fais honte. M. Silverio contracta la mâchoire. Ses mains se serrèrent sur son pommeau de canne. En tant qu'homme de loi chevronné, il connaissait cette histoire par cœur. Celle du parvenu qui oublie qu'il a aidé à monter. C'est un idiot, dit-il fermement. Élodie fut surprise par sa franchise. Ma fille, beaucoup de gens ont les yeux gâtés, poursuivit-il. Ils s'éblouissent devant des morceaux de verre brisés en pensant que ce sont des diamants, et pour les ramasser, ils jettent le véritable diamant qu'ils avaient en main. Votre mari a jeté le diamant de sa vie. Oh, je ne suis pas un diamant, monsieur. Je suis juste une femme ordinaire, sans diplôme. La beauté et les titres se fanent. Un cure pur capable d'aider un vieillard quand il est lui-même dans la tourmente, voilà le vrai luxe. Croyez-moi, il pleurera des larmes de sang quand il réalisera ce qu'il a perdu. Pour la première fois depuis des semaines, Élodie se sentit valorisée. Elle n'était plus un objet périmé, mais un être humain. Merci, monsieur. Vous êtes très bon. Gardez vos larmes. Le divorce est une porte douloureuse, mais elle mène parfois vers la vraie liberté. Dieu vous brise le cœur aujourd'hui pour sauver votre âme demain. Le bus s'arrêta devant l'imposant bâtiment du tribunal. Je dois descendre ici, monsieur, dit Élodie en l'aidant à se lever. Moi aussi, ma fille. J'ai une petite affaire à régler. Et si vous le permettez, je vais vous accompagner. Je veux m'assurer que vous entriez là-dedans la tête haute. Considérez cela comme ma façon de vous remercier. Élodie accepta, touchée. La présence de cet étranger lui donnait une assurance inattendue. Ensemble, ils franchirent les portes. À l'intérieur, M. Silverio marchait avec une assurance surprenante, ignorant les regards suspects des vigiles sur ses vêtements simples. Ils s'assirent dans la salle d'attente. « Ne le laisse pas te voir trembler, murmura-t-il. S'il te voit faible, il se sentira vainqueur. » Soudain, le claquement sec de chaussures de luxe retentit sur le marbre. Des pas arrogants qu'Élodie reconnut en remille. Le voilà, souffla-t-elle en pâlissant. Gabriel arrivait, superbe dans son costume italien, suivi de son avocat qui portait une lourde mallette. Il ne regardait personne, comme si le monde lui appartenait.
M. Silverio plissa les yeux, observant le jeune homme avec le regard d'un aigle sur sa proie. Voyons jusqu'où tu peux voler avant que tes ailes ne se brisent, petit, pensa le vieil homme. Gabriel aperçut Élodie. Un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres. Il se dirigea vers elle, prêt à l'écraser de son mépris, sans même remarquer le vieil homme assis à côté d'elle, qui ne perdait pas une miette de la scène. Gabriel s'arrêta à quelques pas d'Élodie, ignorant superbement l'homme âgé à ses côtés. Il ajusta les revers de son veston avec un air de supériorité qui fit bouillir le sang de monsieur Silverio. « Ah, tu es venu » lança Gabriel d'une voix traînante et méprisante. « Je vois que tu as même trouvé un compagnon à ta mesure. C'est ton nouvel avocat ? Ou un ami de la soupe populaire ?» Il éclata d'un rire sec, rejoint par son avocat qui affichait un sourire condescendant. Élodie sentit ses mains devenir moites, mais elle se rappela le conseil du vieil homme. Elle redressa le dos et soutint le regard de son mari. « Monsieur est une connaissance rencontrée dans le bus, Gabriel. Contrairement à toi, il connaît encore le sens du mot respect. » Gabriel haussa les sourcils, feignant la surprise. « Le bus. Évidemment. C'est tout à fait ton standing, Élodie. Profites-en bien, car bientôt, tu n'auras même plus de quoi payer ton ticket si tu t'obstines à contester mes conditions. Mon avocat, Maître Morel, a déjà préparé tous les documents. Tu signes la renonciation au bien commun, et je serai peut-être assez magnanime pour te laisser un petit chèque de départ. Sinon, je ferai de ta vie un enfer juridique. » Monsieur Silverio, qui était resté silencieux, se leva lentement en s'appuyant sur sa canne. Son regard, d'ordinaire si doux, était devenu d'une intensité d'acier. « Jeune homme, dit-il d'une voix calme mais qui portait une autorité naturelle, l'arrogance est un bien mauvais avocat. Elle vous fait oublier que la roue tourne, et souvent plus vite qu'on ne le pense. » Gabriel dévisagea le vieillard de haut en bas, s'arrêtant sur ses chaussures usées et sa veste délavée. « Écoutez, mon vieux, mêlez-vous de vos oignons. Vous n'avez aucune idée de qui je suis ni de ce que je pèse dans cette ville. Retournez à vos mots croisés et laissez les professionnels s'occuper du droit. » « Oh, je connais très bien le droit, monsieur. »« Gabriel, n'est-ce pas ?» répondit monsieur Silverio avec un sourire énigmatique. « Mieux que vous ne pourriez l'imaginer. » À ce moment-là, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. L'huissier appela les parties pour l'affaire de monsieur et madame Legrand. Gabriel jeta un dernier regard incendiaire à Élodie. « Entre là-dedans et fais ce que je t'ai dit. Ne me fais pas perdre mon temps. » Ils entrèrent tous dans la salle. Monsieur Silverio s'installa sur les bancs du public, au premier rang. Le juge entra, un homme d'un certain âge qui semblait épuisé par la file interminable de divorces. Gabriel commença sa plaidoirie avec une assurance insolente. Il présenta Élodie comme une femme oisive, sans aucune contribution au foyer, incapable de s'adapter à l'évolution sociale de son mari. Il demanda la garde exclusive de tous les biens, affirmant que tout avait été acquis par son seul génie et son travail. Élodie, la voix tremblante mais claire, expliqua ses actes de sacrifice, les nuits passées à coudre pour payer ses études à lui, le fait que l'apport de la maison venait de ses propres économies d'avant le mariage. « C'est une fable. » coupa Gabriel. « Elle n'a aucune preuve écrite, aucun contrat. En droit français, ce qui n'est pas écrit n'existe pas, monsieur le juge. Elle cherche simplement à s'accaparer les fruits de ma réussite. » Le juge s'apprêtait à prendre la parole quand monsieur Silverio se leva soudainement dans le public. « Monsieur le juge, si je puis me permettre une observation en tant que amicus curiae. » Gabriel explosa. « Monsieur le juge, faites sortir ce clochard. C'est une intrusion inadmissible. » Le juge, qui jusque-là n'avait pas vraiment regardé le public, ajusta ses lunettes. Son visage changea de couleur instantanément. Il se leva brusquement, presque en bousculant sa chaise. « Monsieur le Premier Président ?» affouilla le juge. « Est-ce bien vous ?» Le silence tomba dans la salle, un silence si lourd qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Maître Morel, l'avocat de Gabriel, devint livide. Il reconnut enfin l'homme dont le portrait trônait dans le grand hall de la cour d'appel. « Oui, c'est bien moi, Pierre, »
répondit monsieur Silverio d'une voix de tonnerre. Je prenais simplement le bus ce matin pour voir comment la justice était rendue à la base. Et ce que je vois ici me déplaît souverainement. Il se tourna vers Gabriel, qui était resté la bouche ouverte, pétrifié. Ce jeune avocat semble avoir oublié les principes fondamentaux de notre Code civil, notamment l'article 214 sur la contribution aux charges du mariage, sans parler de la déontologie la plus élémentaire. Monsieur Silverio s'approcha de la barre, et bien qu'en vêtements simples, il dominait la pièce par sa seule présence. J'ai été témoin, ce matin même, de la probité et de la bonté de cœur de madame. J'ai aussi été témoin de l'agression verbale et des menaces de monsieur dans les couloirs. Pierre, je suggère une enquête approfondie sur la provenance des fonds de cette maison et sur les comptes de ce cabinet. Si ce jeune homme traite sa femme avec un tel mépris des lois, j'ose à peine imaginer comment il traite ses dossiers. Gabriel s'effondra littéralement sur sa chaise, ses jambes ne le portant plus. Il vit sa carrière, sa réputation et tout son orgueil s'évaporer en une seconde. Il tomba à genoux, non pas à regret, mais par terreur pure, en réalisant qu'il venait d'insulter la plus haute autorité judiciaire de la région. Monsieur le Président. Je ne savais pas. Balbutia-t-il. C'est bien là votre tort, monsieur, trancha monsieur Silverio. Vous ne voyez que les apparences. Vous avez cru voir une femme faible et un vieillard inutile, alors que vous aviez devant vous la dignité et la loi. Le juge, retrouvant sa contenance, ordonna un report de l'audience pour une expertise comptable complète et une médiation sous supervision judiciaire. Élodie sortit du tribunal, non pas comme une victime, mais comme une femme libre. Monsieur Silverio l'attendait sur le parvis. Vous voyez, Élodie ? Le diamant brille toujours, même sous la pluie. Il fit un signe de la main. Une berline noire, bien plus luxueuse que celle de Gabriel, s'arrêta devant eux. Un chauffeur en livrée descendit pour lui ouvrir la porte. « Puis-je vous raccompagner chez vous, madame ?» Élodie sourit, les yeux brillants de larmes de joie. Elle monta dans la voiture, laissant Gabriel derrière elle, seule avec sa honte sur les marches du palais. Le soleil montait de plus en plus haut dans le ciel, mais dans le hall du tribunal judiciaire, Élodie avait l'impression d'être prisonnière d'un glacier. Gabriel se tenait juste devant elle, d'une raideur arrogante qui semblait remplir tout l'espace. L'odeur de son parfum coûteux, qui autrefois lui plaisait, lui soulevait maintenant le cœur. C'était l'odeur d'un étranger. À côté de lui, un autre homme, tout aussi guindé, serrait un porte-documents en cuir avec un mépris non dissimulé, ajustant ses lunettes de marque tout en dévisageant Élodie. « Tiens, tiens !» lança Gabriel d'un ton sarcastique et tranchant, assez fort pour que les passants se retournent. « Tu es enfin venu. Je pensais que tu resterais pleurer dans ta salle de bain par peur de m'affronter. » Élodie prit une profonde inspiration, s'efforçant de redresser son dos qu'elle sentait si fragile. Elle se remémora le conseil de monsieur Silverio. « Ne parais pas faible. Je suis venue parce que c'est une obligation légale, Gabriel. » « Je respecte la convocation du tribunal, » répondit-elle d'une voix douce mais ferme. Gabriel laissa échapper un rire bref et cinglant. « Respecter la loi. » Quelle grande phrase. Regarde-toi, Élodie. Regarde ton allure, tes vêtements froissés. Tu es venue en bus, j'imagine ? Tu sens encore la sueur et la poussière de la populace. Et qui est ce vieux débris à côté de toi ? Tu as ramassé un mendiant pour te tenir compagnie ? Monsieur Silverio, qui était resté légèrement en retrait, fit un pas en avant. Son regard était d'un calme olympien. Les vêtements peuvent être froissés, jeune homme, mais c'est l'âme qui ne doit pas l'être, dit-il calmement. Gabriel se tourna vers lui, le visage rouge de colère. De quoi vous mêlez-vous, le vieux ? Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je suis Gabriel Legrand, l'un des avocats les plus prometteurs de ce barreau. Et vous n'êtes rien. Gardez vos leçons de morale pour vos semblables sur le banc des jardins publics. L'avocat de Gabriel intervint alors, voulant impressionner son client. Monsieur, circulez. Vous gênez la procédure. Maître Legrand n'a pas de temps à perdre avec des gens de votre condition.
C'est à ce moment-là qu'un groupe d'avocats seniors, en robe de magistrat, traversa le hall. En apercevant l'homme âgé à côté d'Élodie, ils s'arrêtèrent net. Leurs visages passèrent de l'indifférence à une stupeur admirative. « Monsieur le professeur Silverio ?» s'exclama l'un d'eux, un ténor du barreau connu pour sa sévérité. « Est-ce vraiment vous ?» Gabriel se figea. Le nom résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Le professeur Silverio. L'homme qui avait rédigé les manuels sur lesquels il avait étudié. Le mentor des plus grands juges de France. La légende vivante du droit civil. Monsieur Silverio sourit avec une pointe de malice. « Bonjour, maître. Je venais simplement accompagner cette jeune dame, dont la noblesse de cœur dépasse largement la courtoisie de certains de vos confrères. » Gabriel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lui, qui venait d'insulter l'homme qui pouvait briser sa carrière d'un simple mot au conseil de l'ordre, devint blême. Ses mains se mirent à trembler. « Monsieur le professeur. Je vous demande pardon. » Bafouilla Gabriel en tentant un salut maladroit, presque prêt à s'agenouiller. « Je ne savais pas. Je pensais que vous étiez un vieux débris? Un mendiant? » acheva Monsieur Silverio d'une voix glaciale. « Votre science juridique est peut-être grande, Monsieur le Grand, mais votre humanité est inexistante. Et sans humanité, le droit n'est qu'une arme de tyran. » Le professeur se tourna vers Élodie et lui prit la main. « Ne crains rien, ma fille. Le juge qui préside cette audience est un de mes anciens élèves. Il sera très intéressé d'apprendre comment un membre de son barreau traite les citoyens et bafoue l'esprit de justice avant même d'entrer dans sa salle. » L'audience qui suivit fut un désastre pour Gabriel. Sous le regard perçant du professeur Silverio assis au premier rang, le juge ne laissa passer aucune des manœuvres de Gabriel. L'enquête sur le patrimoine fut ordonnée, et Élodie obtint non seulement une prestation compensatoire exemplaire, mais aussi la reconnaissance de ses droits sur la maison. À la sortie du tribunal, Gabriel était l'ombre de lui-même. Sa superbe s'était envolée. Il avait peut-être gardé ses costumes de marque, mais il avait perdu son honneur. Élodie, elle, marchait d'un pas léger. Elle n'avait plus besoin de se cacher. « Merci, monsieur Silverio, » dit-elle en arrivant à l'arrêt de bus. « C'est moi qui vous remercie, Élodie. Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai aimé le droit. Pour protéger ceux qui, comme vous, ont un cœur d'or. » Élodie monta dans le bus, mais cette fois, elle s'assit près de la fenêtre, regardant la ville défiler avec un sourire. Elle était courageuse, elle était libre, et sa conscience était pure. La justice avait enfin retrouvé le chemin de sa maison. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.